Bon, c'est n'importe quoi. On s'en fout. C'est pour ça que c'est cool le cinéma. Ça sert à rien, ok? C'est le scénario qui déclenche tout. Pas tout, mais enfin beaucoup de choses. Oui, parce que je trouve que c'est la chose sur laquelle on doit être le plus exigeant, c'est l'histoire. Bonjour et bienvenue dans Phase B. Aujourd'hui, je reçois Salomé Da Souza, qui est réalisatrice. Bonjour Salomé. Bonjour. On va parler aujourd'hui de ton parcours au cours Florent, à la Fémis, de ta manière d'aborder la réalisation. Et c'est la première fois que je reçois une femme dans Phase B. Ça faisait longtemps que je voulais aussi évoquer la place des femmes dans le cinéma. On parlera aussi de Boucan, nommé au César l'année dernière. Mais avant, j'ai envie qu'on parle du sud de la France, d'où on est tous les deux originaires. Si mes informations sont bonnes, tu es né à Nîmes. Ouais. Et tu as grandi près d'Alès. Ouais. Est-ce que le cinéma était déjà présent à cette époque de ta vie ? Alors, le cinéma, je pensais pas être réalisatrice. Moi, je suis montée à Paris à 18 ans pour être comédienne, mais je fais du théâtre depuis que j'ai 11 ans, je crois. Ouais. Et je prenais des cours de théâtre à Alès et ça me plaisait beaucoup. Et au départ, je crois que je voulais vraiment être comédienne. C'est-à-dire que je voulais même pas faire de cinéma, je voulais faire que du théâtre et que du plateau de théâtre. Et puis voilà quoi, non, à cette époque-là, j'ai toujours un peu écrit des choses sur moi, comme, je sais pas des petites nouvelles ou des petites scènes en fait qui me venaient, mais jamais je me suis dit que j'allais les réaliser ou être réalisatrice. Et les cours de théâtre, c'était comment ? C'était en plus de l'école ou c'était au collège, en option ? Ça s'est passé comment ? Alors, moi, le collège, j'étais à Brignon, donc à la gare d'Onenc. Voilà, et non, il n'y avait pas de cours de théâtre. Au lycée, j'aurais pu aller à Uzès, où il y avait Agide, où il y avait une option théâtre, mais je voulais aller à JBD dans un endroit plus grand. Et à JBD, il y avait aussi effectivement une option théâtre que j'ai fait en seconde, mais qui ne m'a pas vraiment plu, en plus des cours de théâtre que je prenais à l'espace André Chanson à Alès avec une prof qui, je pense que sans elle, je ne serais pas là, qui s'appelle Annie Corbier. Et qui nous faisait faire beaucoup de théâtre classique. Et j'aimais bien ça parce que ça demandait une certaine discipline et des rôles des fois un peu plus forts, un peu plus grands. Et pourquoi tu dis que tu serais pas là sans elle ? C'est parce qu'elle t'a poussé à toujours continuer, c'est ça ? Ouais, elle m'a poussée à continuer. Elle m'a appris que c'était du travail. Et en fait, j'ai directement, même quand je faisais les cours de théâtre, j'avais pas du tout, je sais pas comment dire, j'étais pas dans une optique de loisir, quoi. Pour moi, c'était hyper important et je prenais la chose comme, vraiment, comment dire, je sais pas, quelque chose. Tu savais déjà que c'était du boulot, quoi. Je savais que c'était du boulot, ouais. J'allais pas pour rigoler avec les copains, quoi. C'était pas un loisir. Enfin, après, moi, j'ai un tempérament qui a du mal à se détendre et à prendre les choses pour du loisir. Je suis très en travail, quoi. Mais voilà, et elle m'a poussée. Et à l'époque, quand on vient du Sud et qu'on sait pas trop où aller, elle m'avait dit, fais les cours Florent, quoi. Donc j'ai fait les cours Florent. Ouais, tu le disais tout à l'heure, à 18 ans, tu Ouais. montes à Paris et donc tu sais déjà pourquoi tu viens ici. C'est pour les cours Florent. Ouais. Comment tu as vécu déjà cette période de ta vie de quitter le Sud, d'arriver à Paris Tu connaissais du monde, c'était comment ? Alors, je connaissais personne. Ouais. J'ai pas de famille à Paris, non. Plusieurs fois, on y était allé avec ma mère et ma sœur en vacances. Je me souviens qu'on y allait aux vacances de Pâques. Ma mère, elle est d'origine de région parisienne. J'ai pas du tout eu... Enfin, je crois que c'est ma plus belle année à Paris, la première année où je suis arrivée, quoi. J'ai pas du tout été pas bien, ni quoi que ce soit. Enfin, ça a pas été un choc du tout. En tout cas, l'effet de la grande ville n'a pas été un choc. Le fait de vivre toute seule non plus. Ce qui a plus été un choc, c'est que je me suis aperçue que, ouais, dans le Sud... c'est un autre monde, quoi. C'est une autre France. Ah oui. C'est une autre façon de penser, c'est d'autres valeurs, c'est autre chose, quoi. Mais j'ai rencontré des gens formidables et au cours Florent, il y a beaucoup de gens qui viennent pas de Paris aussi. Donc voilà, j'ai pu... Parce que dans le Sud, tu as grandi dans un village. C'est cette ambiance qui te manquait ici, peut-être ? Non. Non. C'est... je sais pas comment dire... La mentalité des gens. Ouais, c'est une mentalité, c'est-à-dire un peu quelque chose de spontané. Les gens qui te parlent sans avoir forcément un intérêt professionnel pour toi.
Enfin, moi, je me souviens que ce qui me choquait le plus quand je suis arrivée à Paris, c'est qu'après qu'on te demande ton prénom, c'est tu fais quoi dans la vie? Alors que dans le sud, bah, tu prends l'apéro avec les gens, tu parles, et si ça doit venir sur le tapis, ça vient sur le tapis, mais c'est pas la première question, quoi. Et ça, et des trucs un peu, je sais pas comment dire, pareil, je rencontrais des gens, et si tu passais une soirée avec eux et que tu matchais bien avec eux, t'avais l'impression que t'allais les revoir, mais en fait non. Cette espèce de truc où en fait il y a tellement de gens au même endroit, et les gens sont un peu à usage unique, et ça c'est pas possible chez nous, quoi. De un, par les valeurs, je pense, et de deux, par le nombre qu'on est, en fait. Tu vas forcément les recroiser, les gens. Et donc, tu es arrivé à Paris pour faire les cours Florent où tu as été pendant 3 ans. Comment ça s'est passé? C'était donc pour faire de la comédie. Comment t'es rentré là-dedans? J'ai plein de questions en fait. Comment ça s'est passé pour toi? Ouais, alors, comment ça s'est passé? Bon, on était monté avec ma maman l'été pour trouver un appart déjà. Enfin, moi, il faut le préciser. Moi, j'ai mes parents qui m'ont toujours soutenue, qui avaient aussi les moyens de me payer un appartement à Paris. J'ai pas eu à faire de prêt étudiant ou de choses comme ça. Enfin, vraiment, ils m'ont soutenu financièrement là-dedans. Sinon, sans eux, ça aurait pas été possible. Et non, je suis arrivée. La première année, c'était, comme je t'ai dit, c'était super, quoi. Enfin, j'avais l'impression de pouvoir être entièrement moi. J'ai rencontré des amis avec qui je suis toujours amie aujourd'hui. C'est mes meilleurs amis. Enfin, c'était super. La deuxième année, c'était un peu plus compliqué. J'étais avec une prof avec laquelle c'était un peu plus compliqué. Et je me disais, ouais, mais si tu fais cette carrière-là, tu vas bien tomber sur des metteurs en scène avec qui tu t'entendras pas forcément. Donc, tiens bon cette année-là et prouve-lui que tu as ta place ici. Avec du recul, je me dis, c'est quand même payant les cours Florent. C'était quand même moi qui l'a payé. J'aurais dû me barrer parce qu'elle m'a bien foutu bas. Voilà. Et après, la troisième année, c'est l'année où tu fais une préparation au concours pour les écoles nationales à Florent. Donc là, tu as 4 mois où tu vas faire 7 minutes de scène pendant 4 mois, quoi. Et là, ça, c'est hyper intense. C'est un peu déprimant. Tout le monde en sort un peu déprimé, surtout quand tu n'as pas eu d'école, ce qui a été mon cas. Et à la fin de la troisième année, j'avais plus trop envie de monter sur le plateau. Par contre, j'avais beaucoup envie de me mettre en scène. Donc, je suis sortie des cours Florent, un peu lessivée. Je suis partie voyager pendant 1 an après ça. Parce que, oui, il faut dire aussi que moi, je travaillais dans la restauration en parallèle pour payer ma vie à Paris. Et donc, j'ai mis pas mal d'argent de côté. Et après, je suis partie voyager pendant 1 an. Et c'est quand je suis revenue que je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu restes à Paris, tu peux pas partir de Paris avec cet échec-là sans avoir tourné, sans avoir fait des choses. Et comme le truc principal qu'on te dit quand tu sors de là, c'est avoir une bande démo pour pouvoir l'envoyer au réalisateur ou au metteur en scène ou au producteur, je me suis dit, bah tiens, je vais faire ma bande démo. Et c'est en faisant cette bande démo-là que j'aurais pu genre juste être dans une pièce comme ça, faire un monologue face caméra et basta. Mais en fait, j'avais très envie de mettre en scène des petites scènes. Et c'est en mettant en scène ces trucs-là, ces moments-là que je me suis dit, mais j'aime beaucoup en fait, aller chercher les lieux, savoir comment je vais m'habiller, moi-même me diriger, enfin voilà. Ouais, on va parler de la réalisation juste après, mais petite question, les cours Florent, ça fonctionne comment? C'est par promo? Vous êtes combien? Ouais, alors c'est par promo et par classe. Je sais pas, il y a peut-être 10 classes, ça va de 25 à, je sais plus combien on était à la fin, peut-être 35 par classe. Donc tu dois un peu te battre pour monter sur le plateau. On a 9 heures obligatoires de cours par semaine, mais moi j'avais à chaque fois 2 classes, donc ça me faisait 18 heures. Et voilà. Et t'as des échéances, je sais plus si c'est encore comme ça, mais t'as une échéance à peu près tous les 3 mois, donc une évaluation. Et est-ce que en tant que comédienne, on t'a demandé de masquer ton accent ou pas C'est vrai? Ouais, mais j'avais déjà commencé à le faire dans le sud, du coup, avec Annie, parce qu'elle me l'avait dit, quoi. Et oui, moi, là, je l'ai, mais j'ai 30 ans maintenant, je suis sortie des cours Florent, j'en avais 21, je l'avais quasiment pas, quoi. En fait, je l'ai repris après, pendant la réalisation, en me disant, non, mais attends, il y a un problème, là.
Et oui, oui, bien sûr. Mais c'est vrai que ça demande un effort des Ah oui. fois de masquer l'accent. Et puis au début, tu t'en rends pas compte. Mm. Puis après, il y a l'étape où tu entends ton propre accent. Ouais. Et enfin, ça demande un effort constant. C'est pour ça, même moi, je suis sorti de ce truc alors que je l'avais de vouloir masquer. Ouais. Enfin, je sais que je connais des personnes à qui on a dit la même chose. On a dit l'accent du Sud, c'est pas possible et Ouais, tu dois l'enlever. masques ça. Mais ok, bon, ben, c'était ma question. Et dans une interview, tu disais que tu ne pouvais pas écrire une histoire dans un lieu que tu ne connais pas. Le Sud, ça reste ta source d'inspiration principale encore aujourd'hui? Oui, Ouais. Et est-ce que maintenant que tu es à Paris, tu pourrais inventer des personnages parisiens? oui. Ça fait 12 ans que je vis là. Donc, comme je puise dans mon histoire personnelle et dans des phases de ma vie qui étaient assez intenses, maintenant que ça fait 12 ans que je vis ici, forcément, j'ai vécu plein de choses ici. Et forcément, je pourrais faire des histoires qui se déroulent à Paris, quoi. C'est pas encore le cas. Voilà, là, ce que je suis en train d'écrire, ça se passe dans le Sud. Mais oui, je pourrais. Je pourrais, c'est juste que j'ai un problème enfin, j'ai du mal à m'imaginer filmer des villes parce que je trouve ça trop gris. Voilà, j'ai un problème avec le gris, j'ai un souci avec ça. Enfin, on va parler de bouquins après avec toutes les couleurs pendant tout le court-métrage. On en parlera juste après, mais en 2019-2020, tu es en résidence à la Fémis, Ouais, où tu réalises Rabinard, ton premier court-métrage. ouais. Est-ce que tu peux nous pitcher un peu le film déjà? C'est l'histoire d'Electra qui retourne dans le Sud en voulant devenir comédienne à Paris et qui s'aperçoit que le monde qu'elle a laissé a continué sans elle et a évolué. Et c'est notamment incarné par le personnage d'Enzo, qui est son amour de toujours, depuis toujours, qu'elle pense être depuis toujours, et elle revient et elle s'aperçoit qu'il a une nouvelle meuf. Voilà, en gros c'est ça je pense. Et en fait, souvent le pitch qu'on voit sur Rabinard, c'est parce que Rabinard, en occitan, ça veut dire cramer, brûler. On va dire, par exemple, je sais pas, t'as laissé un plat dans la casserole trop longtemps sur le feu, au fond, ça a croûté, c'est cramé, tu dis, c'est rabiné complet. Mais tu peux aussi dire de quelqu'un qui a pris un peu trop le soleil et qui est un peu fou qu'il est rabiné, quoi. Ok. Donc voilà. Je connaissais même pas. Mais ça a dû être une année particulière parce que c'était en 2020, donc c'était pendant la période Covid. Ouais. Donc ça a été, j'imagine que ça a été écrit fin 2019 et tourné quand? En fait, donc, la résidence de la Fémis, c'est un parcours qui est juste à côté du cursus général qui dure 4 ans. Le parcours maintenant fait 2 ans. À l'époque, il n'en faisait qu'un. C'était qu'une année en accéléré de réalisation à la Fémis pour des autodidactes. Donc, pas avec des gens qui avaient fait des études sup, donc ce qui est mon cas. Et on est rentré en 2019, tout allait bien. Et 3 semaines avant le tournage, qui devait être prévu en avril, il y a eu le premier confinement. Donc, comme on ne savait pas le temps que ça allait durer, la Fémis avait mis en place tout un tas de Zoom avec des masterclass. Et comme tout le monde était chez soi, on a eu des masterclass de réal de ouf ou de producteurs de ouf. Enfin, voilà. On a eu cette chance-là. Je me souviens que je cuisinais et qu'en même temps, j'avais des podcasts de Quentin Dupieux qui parle. Enfin, bref. Incroyable. Mais voilà. Et en fait, on est rentré. On nous a enfin donné les dates de tournage, donc on a dû faire le casting, parce que moi j'ai continué le casting malgré le fait qu'on soit en confinement. Donc ce que je faisais, c'est que je demandais aux comédiens que j'avais en tête de faire je leur avais écrit un espèce de monologue et ils le faisaient par leur téléphone et ils m'envoyaient ça. Donc j'ai continué moi de travailler sur Rabinard pendant le confinement et on a tourné en septembre 2020. Ok. Et de qui est-ce qu'on est entouré quand on est en résidence à la Fémis? Les profs, qui c'est Alors, il faut savoir qu'à la Fémis, c'est que des profs qui travaillent et qu'on a plus d'intervenants que de profs. En gros, il y a des chefs de département pour chaque section, décor, prod, réal et tout. Et après, c'est des espèces de modules avec des gens qui viennent, quoi.
Nous, la résidence, c'est très intense. Enfin, on est vraiment en cours de 9 à 18, quoi. Tous les jours? Ouais. Enfin, lundi à vendredi. Et, et voilà. Et donc, on a eu plein d'intervenants, quoi. Et donc les étapes, il y a un calendrier qui est imposé à tout Ouais. le monde sur l'écriture. Ouais, c'est ça. Ok. Mais en fait, là, je vais dire des bêtises parce que le problème, c'est que comme maintenant, c'est en 2 ans, ça a complètement changé, quoi, ce calendrier-là. Mais nous, on commençait à écrire le court-métrage en novembre. Et de septembre à novembre, on avait des ateliers. Ok. Voilà. Et il y a combien de... C'est des classes de combien? Enfin, Nous, on est 6. Ok. Et on rentre comment? Parce que du coup, Attends, on est 6. Non, on est 4. On est 4. Ok. On est 4 à la résidence et ils sont 6 par promo dans les différents secteurs. Donc en prod, ils sont 6, en réal, ils sont 6, en déco, ils sont 6, en son, ils sont 6, en montage, Et ils vous sont travaillez 6. tous ensemble? Non. Non? Nous, on n'était pas mêlés à l'autre année. Ok. Enfin, à l'autre cursus. Et on rentre comment? Parce que j'imagine que c'est hyper sélectif. C'est sur un concours aussi qui est différent du concours général, mais c'est aussi un concours. Ok. Et c'est quoi? C'est des oraux, des écrits? Il faut avoir fait une première réalisation tout seul. Plus, donc à l'époque, hein, plus il y avait un dossier social, plus un projet autobiographique, enfin genre un truc autobiographique que tu rendais qui pouvait prendre la forme que tu voulais. Moi, j'avais mis des archives de moi bébé, quoi, par exemple. Ok. J'avais fait un montage autour de ça, en expliquant ma famille, d'où je venais, et voilà. Mais par exemple, j'avais un pote qui avait fait un rap, voilà, et ensuite un oral. Ok. Qui se passe devant qui? Qui se passe devant des membres de l'administration de la FEMIS, plus des producteurs qui sont en dehors de la FEMIS, plus là, moi, l'année dans laquelle je suis tombée, c'était Jean-Bernard Marlin. Ok. Et donc, tu es à la FEMIS et tu sors de la FEMIS et tu es officiellement réalisatrice. Ouais. Tu gardes cette seule casquette ou enfin, tu joues aussi, on va en parler aussi après, dans Boucan, Ouais. tu incarnes un rôle. Mais en tant que réalisatrice, comment tu travailles sur tes plateaux? Tu te places où? Alors, je me place rarement derrière le combo, donc Ouais. derrière le retour image. Je suis beaucoup avec les comédiens. En fait, j'ai besoin d'une énorme prépa et d'une confiance que chacun sache quoi faire dans chaque séquence. Et après, moi, je suis qu'avec les comédiens quasiment. T'essayes pas de fliquer tout le monde un petit peu Ah, je veux dire, il y a peut-être des gens qui sont là qui... C'est pas un manque de confiance, mais je veux vérifier la lumière, je veux vérifier le focus. Ah oui, mais ça, tu le fais obligatoirement. C'est-à-dire qu'une fois que la caméra est posée, tu fais ce qu'on appelle une méca, donc c'est une mécanique, et tu fais bouger tout le monde en fonction de ce qui va être fait. Donc là, à ce moment-là, je regarde. Ensuite, on fait une espèce d'allemande. Donc là, c'est avec le texte très, très rapidement et de quoi il va se passer. Donc ça, là, je suis très présente parce que malgré qu'on ait pu faire le découpage bien avant, comme là on est sur le réel, tant bien que je vais m'apercevoir que putain, comment il met la main là, à cet endroit-là, c'est beaucoup plus intéressant que le plan que j'avais prévu avant, quoi, ou qu'on avait prévu avec la chef-op. Je dis la chef-op parce que les 2 films que j'ai fait, c'était la même personne avec moi. Mais par contre, au moment de jouer, moi, je suis souvent dans un coin où en fait, on me voit pas, et je parle en même temps que les comédiens jouent. C'est-à-dire que je vais les aiguiller dans leur humeur, dans leur jeu. Si on prend sur Boucan, pour les gens qui auront vu Boucan, par exemple, la scène à l'abribus où il s'énerve, moi je suis dans un coin et en fait je gueule, quoi, tu vois. Je suis là avec Marie-Lou et je lui dis non, ça tu lui dis plus fort, vas-y plus et tout. Enfin, tu vois, je les aiguille là, à cet endroit-là. Tu sais à quoi ça me fait penser? Hier, j'ai été voir Nouvelle Vague. Ouais. Et ça me fait penser à ça parce que dans le film, on voit Jean-Luc Godard qui parle, qui souffle les répliques à ses acteurs. Ouais. Donc ça me fait penser à ça. Et pour parler un peu plus des femmes dans la réalisation, historiquement, elles ont quand même moins la lumière dans les festivals, dans les récompenses des festivals de cinéma. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens, toi, en tant que réalisatrice? C'est très compliqué cette question avec moi. Moi, je me suis toujours considérée comme un être humain et jamais comme une femme ou comme un homme. Enfin, j'en ai rien à foutre de ça. Du coup, je pense que mon caractère peut parfois débouter certains hommes.
Je suis pas d'un gros gabarit ou d'un grand gabarit. Je suis une petite meuf, quoi. Donc il y a des moments où je pense que mon caractère, des fois, ça la fait un peu tressauter en mode waouh, ok, d'accord. Mais je me suis jamais posé la question, en fait. Parce que ce qui peut faire peur, c'est que tu es très direct et le Ouais. tempérament, c'est un tempérament puisqu'on retrouve beaucoup chez nous. Plus chez les hommes, en fait. J'ai un tempérament peut-être plus dit masculin qu'un tempérament dit féminin. Enfin, je suis plutôt quelqu'un d'un peu agressif et d'impulsif et j'ai une grande douceur avec les gens que j'aime et j'ai un immense amour avec tous les gens du plateau, quoi. Enfin, moi, je les adore. Et tu vois, tu parlais du contrôle ou quoi. Moi, ouais, je suis un peu freak contrôle, par contre, hein. Enfin, je veux savoir exactement qui est qui sur mon plateau et je ramène pas n'importe qui sur mon plateau. Et si t'es pas content d'être là, tu dégages. Il n'y a pas de... Voilà. Et tu travailles toujours avec les mêmes personnes de film en film, du coup? Quasiment, ouais. Ouais. Et c'est des gens que tu as rencontrés ici à Paris, dans le À sud. Paris, ouais. À la Fémis, majoritairement. Et en février dernier, tu étais nommé au César pour Boucan. Ouais. Alors j'ai plein de questions autour du court-métrage, mais d'abord, même question, est-ce que tu peux pitcher le film, s'il te plaît? C'est l'histoire de Joanne et Gabin, qui sont cousins dans le sud de la France et qui sont amoureux l'un de l'autre. Voilà. Et du coup, Boucan, pour toi, c'est davantage un film autour de la famille ou autour de l'amour? De l'amour. En fait, il y a toujours... Comment dirais-je? Je le dis à chaque fois, mais j'ai du mal à le décrire et à y mettre les mots. Je pense que moi, quand j'aime, je suis dans une telle intensité d'amour que ça devient quelque chose de pur et en mode familial et viscéral. C'est-à-dire, pour moi, l'amour, ça coule dans le sang et dans les veines. Et à chaque fois que j'ai eu des relations avec des gens, c'était un peu comme ça. Donc au départ, j'ai écrit Boucan sur une histoire qui m'était beaucoup plus proche. Enfin, Joanne et Gabin n'étaient pas du tout cousin-cousine. Et moi, j'écris ce scénario et moi, je sens ce truc hyper familial de comment cette personne extérieure tombe dans la famille et devient mêlée avec de la famille, où ça devient presque une espèce d'inceste parce que et une nuit, je rêve que je suis amoureuse de mon cousin et je me dis, ok, donc le scénario que moi j'avais écrit où je sens tout ça, les spectateurs vont pas le voir. Alors je vais vraiment en faire des cousins. Voilà. Tu vois, Ouais. Et je me suis dit comme ça, il y a quelque chose Tu l'as d'hyper... explicité. Ouais, je l'ai explicité. Donc, le fait qu'ils soient cousins, c'est une espèce de truc qui, du coup, va faire une espèce de fil rouge et de dramaturgie pure au film. Mais pour moi, le sens réel de ce film, c'est ça parle d'amour. Voilà. C'est un film que tu as écrit en combien de temps? Tu t'y pensais déjà depuis longtemps? Ça t'est venu quand? Eh bien alors, j'ai terminé Rabinard en décembre 2020. J'ai commencé à écrire Boucan en mars 2021 et on a tourné en juillet 2022. Donc ça allait très vite. Ça a été un film qui a été compliqué à vendre, enfin à chercher à financer, voilà. Un peu, ouais. Ouais. Par rapport à cette thématique ou pas forcément? J'en sais rien parce que les retours, déjà c'est galère d'avoir des retours. L'un des retours que j'ai eu, c'est de la région Occitanie qui a dit que c'était un cliché marseillais la manière dont ça parlait. Donc, pour moi, Marseille, ça reste une ville. Là, ça se passe pas dans une ville. Enfin bon, bref, j'ai eu des espèces de retours où je comprenais pas bien en fait pourquoi on me faisait ces retours-là. Puis les retours, tu les as des producteurs. Tu les as pas toi directement en tant que réal. Et les producteurs, ils sont là pour que tu fasses ton film et que tu continues d'avoir confiance en ton film et en ce que tu veux dire. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, ils font un tampon. Et merci. Parce que sinon, moi, ça m'énerverait trop, ça toucherait mon orgueil et le projet aurait plus la même énergie, la même dynamique, quoi. Mais oui, il a été galère à financer. En vrai, on a financé grâce à de l'aide au programme de la part de la boîte de production qui est Altaroca Film, qui eux en fait avaient eu pas mal de succès avec un film qui s'appelle Dustin de Neila Guiguet juste avant, qui fait que bon bref ils ont une espèce de compte au CNC qui peuvent réinvestir dans un autre film.
Donc ça, on a eu de l'argent de la ville d'Alès, mais que moi, j'ai réussi à contacter directement. Ok. Et sinon, on s'est fait recal du CNC, on s'est fait recal de la région Occitanie et des chaînes de télé. Et à partir de là, c'est les 3 guichets auxquels tu peux sonner, quoi. Donc, on a tourné, on a réussi à rentrer tout ce film au tournage. Et ensuite, avec une première version de montage, on est allé voir le Nouvelle-Aquitaine Film Workout, qui est un peu donc c'est Nouvelle-Aquitaine, qui est un peu en partenariat, si je dis pas de conneries, avec le FIFIB, qui est le festival à Bordeaux. Et tu leur montres une première version de montage et eux, ils te payent une partie de la post-production. Donc, on a fini le montage à Paris et le reste de la post-production, il faut la faire en Nouvelle-Aquitaine. Donc, je suis partie à Bordeaux finir le film. Et pour faire financer le film, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé entre la première version du scénario et il y a des choses que tu as réajustées parce que tu sentais que c'était peut-être ça qui bloquait ou ça reste la même chose? Ça reste la même chose, ouais. Non, ouais. Et les comédiens qui jouent dans ce... Comment ça s'est passé en fait sur le casting? Le casting, on a appliqué une méthode qui est celle de Julia Lyon qui nous a conseillé dessus, qui elle fait beaucoup de casting sauvage, qui est en fait de placarder partout qu'il y a un casting, de dire à la radio. Moi j'avais fait juste avant ça, c'était France 3 à Nîmes qui m'avait interviewé dans l'un des villages où on a tourné sur mon parcours et sur le casting, des trucs dans le Midi Libre, enfin une espèce de relais comme ça, voilà. Et l'annonce disait, en gros, tournage dans une fête votive d'un court-métrage, envoyez vos candidatures, parce que nous, il fallait recréer toute une famille, et puis les 2 comédiens principaux, quoi. Donc, il y avait autant des jeunes que des parents de 40, 50 ans, enfin, voilà. Et on a reçu plus de 600 candidatures. Donc, selfie, salut, moi, je m'appelle machin et tout. Il y avait quelqu'un à Paris qui récupérait tout ça, qui classait, donc, parents, maman, papa, potentiellement Gabin, potentiellement Joanne, bam, bam, bam. Moi, je regardais tout. À partir de là, tu fais un premier élagage en disant j'aimerais rencontrer ces gens-là et tout ça. Et là, c'est une fille qui s'appelle Giulia Canarelli qui est descendue dans le sud et qui a fait des groupes de tous les papas, qui a fait des groupes de toutes les mamans, qui a fait des groupes de tous les Joanne. Qui les a réunis physiquement, c'est ça? Physiquement, qui les a réunis physiquement et qui a filmé ces moments-là où en fait juste elle leur parle. Elle leur fait rien jouer de mieux, juste elle les fait parler. Là, second élagage, moi je regarde tout le monde, je dis tiens, cette personne m'intéresse. Et c'est que à ce moment-là que je suis intervenue. En faisant des groupes, en simulant des familles. Par exemple, je sais plus, il y avait peut-être une dizaine de personnes, je faisais venir 2 ou 3 Joanne potentiels, avec 2 papas potentiels, et là, c'était des impros, quoi. Parce que c'était des comédiens pas pros, et c'était que des impros, et avec des impros. Et du coup, entre le moment où il y a les annonces et où toi t'interviens, le casting, il dure combien de temps? Parce que ça a l'air hyper long, là, le processus. C'est long, ouais. C'est long, et moi, j'aurais préféré qu'on démarre bien en amont. C'était en mars, je crois, qu'on a démarré tout ce bazar-là, d'envoyer les trucs et tout. C'était en mars. Et moi, je suis descendue en mai pour rencontrer ces gens-là. Et Gabin, ça a été assez rapide. Il y avait 2 personnes que j'avais très, très envie où j'hésitais. Et Joanne, par contre, ça a été beaucoup plus compliqué. Et Marie-Lou est arrivée à la toute fin. J'avais pas la Joanne que je voulais. Et donc là, il y a une autre personne de casting qui est venue, qui s'appelle Florie Carbone, qui, elle, est à Montpellier et qui a dit écoute, moi je relance le casting. Donc on relance les annonces et là parmi cette relance là je reçois une vidéo pixelisée à donf d'une meuf hyper loin, les jambes écartées sur son fauteuil en plein dans les vignes, et je savais que c'était elle, quoi, et c'était Marie-Lou. Il y a quand même un enjeu autour de cette histoire d'amour intrafamilial. C'est un sujet tabou. Ouais. Tu le savais déjà que ça... Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de gens du public qui le critiquent, ce film, parce que ça parle d'amour intrafamilial. Tu le savais déjà, toi, quand tu as écrit, que tu pouvais t'exposer à des critiques comme ça?
Ouais, mais je crois que je m'en foutais parce que pour moi, c'est vraiment. Pour moi, en fait, j'ai fait ce film. Je voulais faire un film, en gros, qui dise même si l'extérieur n'est pas d'accord avec votre amour, il n'y a que vous qui pouvez décider s'il continue ou s'il continue pas. Et c'est pour moi cette fin ouverte qu'il y a dans le bouquin, elle dit ça, quoi. Elle dit bon, ben, en fait, tout le monde a râlé, tout le monde n'était pas content, mais en fait, il la prend dans ses bras et pour moi, tu sens que ça va continuer. Bref. Moi, j'ai eu aucun retour comme ça. Sur tous les festivals que j'ai fait, toutes les rencontres que j'ai fait avec le public, personne ne m'a parlé de ça. Parce que moi, quand j'en ai discuté avec des potes, c'est les retours qui sont ressortis, c'est pour ça que je Eh disais ben, il n'y a ça. personne qui a osé me le dire. Pas à toi. Voilà. Alors, je sais pas, hein, moi, au contraire, j'ai eu plutôt des gens qui m'ont dit, et souvent des gens beaucoup plus âgés et pas du tout de notre génération, qui m'ont dit putain, mais moi, ma cousine, c'était l'amour de ma vie, quoi. C'était plutôt ça. Les gens m'en parlaient avec mélancolie, nostalgie, et pas du tout. Enfin, il faut savoir que le mariage, il est autorisé entre cousins à l'appréciation du maire en France. Hein. Donc, moi, c'est pas le sujet du film, quoi. Oui, c'est ça, c'est plus l'histoire d'amour, comme on Ouais. disait tout à l'heure. On disait aussi tout à l'heure que le film a un esthétisme très coloré. Ouais. Comment tu as travaillé sur ça, sur les tenues des personnages, les décors, l'étalonnage peut-être? Ouais. Comment tu as inséré toutes ces couleurs dans ton film? Ben, comme tu le disais tout à l'heure, moi, j'avais déjà tous les lieux en tête quand j'ai écrit. Le collège, c'est mon collège, donc je savais que les murs étaient orange, par exemple. Donc voilà, et c'est moi qui ai fait les costumes aussi. Donc alors pourquoi ces couleurs-là? C'est que moi, à l'époque de l'âge de Gabin et Johan, on était en pleine tectonique. Donc je voulais quelque chose de flash, je voulais être à l'opposé d'une esthétique passéiste, un peu mignonne, avec du grain, parce que c'est le sud et on va entendre les cigales. Et je voulais pas un univers de vacances, quoi. Je voulais un truc qui tape comme eux, et puis ça s'appelle boucan, et je voulais que l'image soit un boucan aussi. Donc moi, j'ai dit à ma chef-op, j'ai dit, écoute, je veux une image méga numérique. Je veux pas de grains, je veux pas de pellicule, je veux rien du tout. Je veux une image qui soit celle qui correspondait entre 2005 et 2008. On passe de l'argentique au numérique, Ouais, et c'est là, ça, les c'est à gars... ce moment-là que l'histoire est située, Ouais. c'était ma question aussi. On est un peu avant 2010. On est avant 2010. Ok. Pour moi, on est avant 2010. Bon, après, voilà. Il y a plein de gens qui m'ont dit ça se passe dans les années 80. Je dis putain, t'as pas connu les années 80, ils sont pas sapés comme ça. Hein. Enfin, bon, bref. Moi non plus, je les ai pas connus, mais c'est pas. Bref, bon. Donc, je dis à ma chef-op, je veux une image hyper numérique et tout, très clac, très dure. Et elle me dit waouh, ok, d'accord. Donc là, on va avoir tous leurs défauts sur le visage, on va avoir tous les boutons, on va avoir tout ça. Je dis pas de souci. On va là-dedans. Donc, il y a eu un gros travail d'étalonnage. Non, avant ça. Donc, les costumes, on a fait les repérages sur tous les endroits. Avec Pauline Doméjean, qui est ma chef-op, on a utilisé... on avait déjà la caméra avec laquelle on tournerait sur les repérages. Donc, au moins 3 semaines avant le tournage. Moi, je me déplaçais avec une valise où j'essayais moi-même les costumes. Elle prenait des photos pour voir ce qui correspondait le mieux. Sur le lieu. Sur le lieu. Voilà. Et après, on a tourné. Et ensuite, l'étalonnage, ça a été un gros travail, ouais. Moi, j'avais une étalonnage qui s'appelle Alexandra Poquet, qui a beaucoup de métiers, qui me disait, mais là, on est en train de tuer l'image. J'ai dit, j'en ai rien à foutre, on y va, là. Tire. Mais là, la brosse à dents, elle est fluo. Ouais. Ok, voilà. Mais... Et dans ce court-métrage aussi, tu joues un rôle, celui de la grande sœur. C'était une évidence pour toi de te donner un rôle dedans? T'as hésité? C'est venu Je quand? voulais pas. Ah, tu voulais pas? Et c'est venu quand? C'est venu au moment des castings, comme je t'ai dit, on a galéré à trouver Johan. Et je me suis dit... Donc déjà, en fait, une fois que Marie-Lou et Rodrigue ont été choisis, je me suis dit, en fait, il faut que je joue avec eux. De 1, ça va être un appui pour eux dans le jeu. Et de 2, en fait, on a fait 1 mois de répétition tous les 3. On se voyait quasiment tous les jours. Dans le sud, moi, j'allais les chercher. Bam, on faisait des répètes. On passait vachement de temps ensemble. Et on a vraiment créé une complicité à 3. Et ça, j'aurais pas pu l'obtenir avec quelqu'un d'autre. Et puis surtout que j'arrivais pas à trouver... Je galérais déjà à trouver mon personnage principal. Je me suis dit, putain, si en plus, il faut que tu trouves la grande sœur, là, ça va être trop le bordel. Donc, comme je connaissais exactement les intentions du personnage d'Anaïs, je l'ai joué.
Voilà. Et après, le film a été nommé au César en février dernier. Quand et comment est-ce que tu apprends cette nomination déjà? Il y a 2 étapes. Fin septembre, tu sais qu'il fait partie des 48 films. Donc là, tu pars un peu en campagne, quoi. Et ensuite, C'est-à-dire en campagne? tu fais savoir à tout le monde que tu as ton film dedans et que tous les gens qui peuvent potentiellement voter pour ton film votent. Donc, c'est des mails, c'est beaucoup de posts Instagram, voilà, tu mets en place une espèce de stratégie pour que dans le fil d'actualité d'Insta, tu aies les bandes annonces de bouquins, enfin voilà. Donc ça. Et la deuxième étape? Et la deuxième étape, putain, mais alors ça, je me souviens plus quand est-ce qu'on a su qu'il faisait partie des 4. Je sais pas, je crois fin janvier, un truc comme ça. Ok. Et là, tu vas encore plus à donf, quoi. Avec d'envoyer des mails et tout ça. C'est ça, parce que pour expliquer, en fait, c'est pas la même commission. Enfin, c'est pas en même temps les courts-métrages et les longs-métrages au César. Les longs-métrages, on apprend les nominations un mois plus tard. Enfin, là, à l'heure où on tourne, on connaît déjà les courts-métrages des Oui. Césars, mais on connaît pas encore les longs. Tous les longs, non, on les connaît pas. Voilà. Là, tu vois, moi, du coup, je peux voter là cette année. Donc, j'ai déjà tous les courts-métrages, je peux les voir. Mais les longs, ils vont s'ajouter au fur et à mesure. Alors, je sais pas quand ça se clôture pour les longs. Tu vois, quand Ouais. est-ce qu'ils ferment le truc, je sais pas exactement. Mais oui. Et après, tu sais dans quelle catégorie ils ont mis les longs. Alors que les courts, t'as pas de catégorie. C'est juste Oui. meilleur et puis voilà quoi. Meilleur de fiction, meilleur de docu. J'avais pas calculé que tu pouvais voter au César cette année. Ouais. Du coup, j'ai plein de questions qui viennent. Ça se passe comment? C'est sur une plateforme? Ouais. C'est un truc où tu t'inscris? Enfin, Tu payes une cotisation déjà Ok. pour pouvoir voter. Moi, je savais pas si j'allais la payer ou pas. Je me suis dit, ouais, bon, quand même. Donc, je l'ai payé et en fait, tu as accès à tout. Donc, tu peux voir tous les films. Sur le côté, tu as une espèce de truc avec écrit ton nom, ton prénom et ton numéro de votant. Donc, qui fait que tu peux pas le pirater, quoi. Ouais. Et c'est bien normal. Et après, je peux pas en dire beaucoup plus parce que comme les votes sont pas ouverts, moi, là, tout ce que je peux faire actuellement, c'est regarder, quoi. Tu sais si tu peux voter dans toutes les catégories ou que court-métrage? Je crois que je peux voter dans toutes les catégories, mais je suis même pas sûre. Parce que il y a énormément de gens au César maintenant. Je crois qu'il y en a 3000 ou 5000. Ouais, un truc comme ça, ouais. Et donc, ouais, ok, trop cool, t'es là-dedans du coup. Ouais. Et donc, tu vas regarder tous les films. Tu vas pas faire. Parce qu'on avait appris qu'aux Oscars, il y a des gens qui regardaient pas tous les films. Enfin, là, on est au César, mais. Mais au César non plus, hein. Ouais. Ben non, les courts-métrages, c'est plus du mailing que des gens qui ont kiffé ton film, hein. C'est plus, ah, ok, c'est le film de machin. Ou, ah, ok, c'est le truc qui a produit. Ah, ok, enfin, voilà, les gens, ils ont pas... Enfin, t'es toujours sur une espèce de flux tendu. Il faut te dire que c'est majoritairement des techniciens, quand même, qui votent au César. Et les mecs, ils sont en tournage, quoi. T'imagines le nombre qu'il y a à regarder. Ouais. Non, mais c'est... Enfin, voilà. Et du coup, comme t'as aucune obligation d'avoir vu le film pour voter pour, voilà. C'est un autre sujet. Mais c'est le même souci, je pense, pour les Césars que pour les Oscars. Hein. Ouais. C'est juste que c'est beaucoup plus gros, du coup, aux Oscars. Parce que je crois qu'ils sont beaucoup, beaucoup plus. Enfin, bref. Pour écrire bouquin, il y a des films qui t'ont inspiré? Ou pour tourner, même? T'as eu des inspirations, ou c'est venu de ta propre imagination à 100%? Pour l'image, peut-être pas mal Spring Breakers. Et après, pas vraiment. Ouais. Enfin, c'est pas la question que je me pose, quoi. Ok. Et du coup, si je te demande s'il y a des films qui t'ont donné envie de faire du cinéma, il y en a qui te viennent en tête ou pas forcément? Là, je peux pas. Ouais. Là, c'est trop dur. Ouais. Alors, quand je t'ai écrit il y a quelques semaines pour planifier l'épisode, je t'ai dit je surveillerai ton actu. Tu m'avais dit je suis en écriture. Oui. T'es en écriture donc d'un long métrage, on en parlait là tout à l'heure. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu sur le contenu, sur le calendrier? Je suis en écriture, donc le calendrier... Ça a démarré depuis quand l'écriture là? Il y a un peu plus d'1 an. Ok.
Après, ouais, il y a un peu plus d'un an. Avec une grosse pause, du coup, pendant les Césars. Ah ouais, Parce ok, que je suis un ouais. peu monomaniaque et que c'était très compliqué d'être dans un délire de promotion et à la fois d'écrire, quoi. Enfin, c'est tellement deux endroits du cerveau différents que voilà. Mais un peu plus d'un an, c'est toujours un film qui parle de la famille. Et en théorie, ça se tournera en Camargue. Ok. Et c'est produit par les films du Warsaw. C'est tout ce que je peux Ouais, dire. c'était ma question. T'es toute seule ou t'es déjà avec une boîte de prod? Je suis déjà avec une boîte de prod, ouais. Ok. Et à l'écriture, t'es toute seule ou c'est en coécriture? C'est un début de collaboration avec quelqu'un, avec Romy Colchet-Differo, avec qui qui m'avait aidé sur Boucan. Mais voilà, c'est de la collaboration, c'est pas de la coécriture. Si t'avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait commencer à réaliser Hum, ou quelqu'un qui voudrait commencer à jouer, ça serait quoi ton conseil? Vie. Ouais. Ouais, Surtout à quelqu'un qui vient pas de Paris aussi. Ouais, ben, Dans- vis des trucs. Vis des trucs, vraiment vis des trucs. Et affranchis-toi de toute la théorie qu'on peut te donner. Et l'histoire la plus intéressante, ce sera toujours la tienne. Avant de terminer, est-ce que tu devrais... Enfin, aujourd'hui, tu as deux casquettes. Tu Ouais. joues et tu réalises. Est-ce qu'il y en a une que tu préfères, où tu te sens le mieux? Est-ce que c'est les deux pareils? Est-ce qu'il y en a une que tu penses que tu vas abandonner pour garder l'autre? Tu penses que tu vas plus jouer, réaliser? Et Comment puis- tu te vois dans les prochaines années? Bah, je me vois plus réaliser, même si là, de jouer, ça commence à vraiment me manquer beaucoup. Euh, parce que c'est deux choses complètement différentes. En fait, réaliser, t'es tout le temps en maintien, t'as pas de lâcher prise, t'es en contrôle tout le temps, alors que de jouer, c'est quasiment que du lâcher prise. Et là, je suis un peu en manque de lâcher prise. Mais voilà. Mais ce serait plus, ouais, je le vois bien, quoi, tu vois, genre, si je me lève le matin, c'est pas pour parcourir les castings, c'est pour écrire mon film. Donc, ça serait aller réalisé, tourner. quoi. Et aller tourner, ouais. Ok. Bah, trop cool, merci beaucoup. Merci à toi. J'ai pas plus de questions, c'est la fin de cet épisode de Phase B que vous pouvez retrouver en version vidéo sur YouTube ou sur les plateformes de podcast. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve le mois prochain pour un épisode sur les festivals de cinéma, un petit festival de cinéma dans le sud-ouest de la France. Ça sortira en novembre. Et puis Salomé, on peut suivre ton travail où? Sur Instagram, hein, je crois. Ouais. Ouais. Le court boucan, c'est plus sur France Télé? Je sais C'est plus sur France Télé. Alors, j'ai vu là ce matin qu'il était sur Bref. Et sinon, il y a un lien Vimeo Ok. où on peut le louer. Voilà, il suffit d'écrire Boucan, Salomé da Souza et il sort normalement en premier. Bon, ben, je vous invite Voilà. alors à aller voir ce court-métrage qui a été nommé au César l'année dernière. Et puis, je vous dis au mois prochain pour un nouvel épisode de Phase B. Merci, à bientôt.